un de nos collègues, M. Louis Côté, qui va devoir quitter à 9h22. Alors, ne faites pas le saut, le cas échéant. Alors, Véronique. On va couper nos micros, nous. L'enregistrement est débuté. Alors, écoutez, bienvenue au comité consultatif sur la réalité policière, les représentants de l'Union des municipalités du Québec. C'est un plaisir de vous accueillir. Un plaisir de vous avoir lu d'abord le mémoire que vous avez déposé et un fort plaisir d'en discuter au cours des prochaines minutes, au cours de la prochaine demi-heure. Bon, écoutez, vous connaissez déjà les membres du comité consultatif. J'en suis coordonnateur. Il y a Mme Marlene Jennings qui en fait partie, Mme Nicole Gibault, M. Alexandre Matt et M. Louis Côté. Comme je le disais, le mémoire a été distribué et lu par les membres du comité. Dans un premier temps, il va y avoir 10 minutes de présentation qui est à votre disposition. Je vais me permettre, lorsqu'il va rester une minute, le cas échéant, de vous faire signe. Et cette période de 10 minutes va être suivie d'une discussion de 20 minutes, donc de questions-réponses de la part des membres du comité. La rencontre est enregistrée et l'enregistrement va être mis en ligne probablement aujourd'hui ou en début de journée demain sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique. Si vous voulez vous manifester, vous connaissez la fonctionnalité, on devient des experts virtuels avec le temps. Alors, voici pour les grandes lignes, les consignes. Si ça vous convient, Madame la Présidente, je vous laisse d'emblée la parole. Ou sûr que vous êtes prête à commencer la présentation, on va partir le chrono. La parole est à vous. Alors, merci beaucoup, mesdames, messieurs du comité consultatif sur la réalité policière. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de M. Michel Anger, qui est président de la Commission de la sécurité publique de l'UMQ et maire de Shawinigan, et de M. Marc-Alexandre Brousseau, qui est président du comité sur les corps de police municipaux de l'Union et maire de Tête-Feu-de-Mer. Je souhaite vous remercier de nous donner l'opportunité de vous présenter les principales préoccupations des municipalités du Québec en matière de réalité policière. Je me dois de rappeler que l'UMQ représente les municipalités de toute taille, de toutes les régions du Québec et regroupe par celles-ci pas moins de 85% de la population québécoise et du territoire du Québec. Nous représentons notamment toutes les municipalités du Québec ayant leur propre corps policier municipal et la vaste majorité des municipalités membres d'une régie de police. Nous regroupons aussi près de 200 municipalités desservies par la Sûreté du Québec. Dans cette brève présentation, nous allons revenir sur les enjeux policiers que nous jugeons prioritaires pour le monde municipal. Nous pourrons évidemment développer davantage lors des échanges qui suivront. J'inviterai M. Michel Anger à présenter le volet concernant la Sûreté du Québec. Alors, à toi, Michel. Oh, votre micro, M. Anger. On a beau être habitué au virtuel. Hein? Alors, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors, comme vous le savez, la Sûreté du Québec assure la protection de l'ensemble du territoire québécois pour toutes les municipalités n'ayant pas de corps de police municipale. Le volet crucial du financement a été réglé lors du dépôt en novembre 2019 du nouveau règlement sur les sommes payables qui fixe les modalités du financement des services policiers pour ces municipalités pour les prochaines années et nous en sommes heureux. Par ailleurs, une réforme importante est en cours depuis des années concernant la répartition des effectifs à travers le Québec en fonction de l'évolution des besoins de ces secteurs. La répartition des effectifs et les ententes entre la et les municipalités sont maintenant les préoccupations principales des municipalités qui sont desservies par la Sûreté du Québec. Nous aurons l'occasion de revenir plus à fond sur cet enjeu dans les discussions qui suivront. J'invite maintenant notre présidente à poursuivre la présentation sur les corps de police municipaux. Alors, Madame la Présidente. Merci, Michel. Alors, le Québec compte 31 services policiers municipaux qui desservent les municipalités représentant plus de 70% de la population québécoise. J'aborderai aujourd'hui le principal enjeu pour ces municipalités. Lors de notre précédente rencontre, nous avions évoqué la problématique du transfert des interventions policières
vers des interventions non liées à la criminalité. Nous avions, entre autres, soulevé les problèmes de santé mentale croissants qui entraînent inévitablement davantage de détresse, de suicide et de problèmes, par exemple, au niveau de maladies telles que la schizophrénie. La réalité nous en a hélas démontré un exemple dévastateur. Les malheureux événements survenus à Québec il y a quelques semaines sont un exemple de cette réalité. Les nouvelles problématiques avec lesquelles les services policiers doivent composer sont en grande partie reliées au désengagement du gouvernement du Québec par rapport aux services de santé, aux services sociaux et au logement social dans les dernières années. Heureusement donc les municipalités qui se retrouvent à assumer les conséquences de ce désengagement. Gérer les situations de crise fait maintenant partie de la réalité des municipalités et de la réalité des corps policiers. Pandémie, inondations, autres sinistres naturels, actes de terrorisme, voilà autant d'exemples de situations inhabituelles auxquelles personne n'est préparé et qui affectent directement la population sur le plan physique, psychologique et social. C'est pourquoi nous demandons à ce que le gouvernement réinvestisse en santé en général et en santé psychologique, en services sociaux tout à fait de façon particulière, afin qu'on puisse s'attaquer en amont aux problèmes de la population vulnérable. Néanmoins, à court terme, le gouvernement du Québec doit contribuer financièrement aux services policiers municipaux qui se voient dans l'obligation de pallier à l'insuffisance de services gouvernementaux. Les municipalités doivent maintenant faire partie de la solution, ce qui implique qu'elles doivent développer une expertise, avoir le financement nécessaire et qu'il soit récurrent. Les municipalités et les corps de police ont eu à mettre en place des services spécifiques. Idéalement, nous souhaitons que le gouvernement reprenne la responsabilité de l'aide et du soutien aux populations les plus vulnérables. Mais pour l'instant, et même avec une reprise en main, on le sait qu'il y aura toujours des interventions, des programmes à mettre en place. Les municipalités doivent agir sur la criminalité, bien sûr, mais aussi sur l'itinérance, sur le logement social. À vrai dire, les impacts sur les services municipaux vont bien au-delà des services policiers. Je vais d'ailleurs inviter le maire de Tête-Sous-le-Maine à vous parler d'autres enjeux prioritaires pour les municipalités qui ont un corps de police municipale. Alors, Marc-Alexandre, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, M. Sévigny, messieurs, mesdames, merci de nous recevoir. Alors, la réflexion sur le livre vert est l'occasion de proposer des modifications dans un objectif d'amélioration de l'efficacité des services policiers et d'optimisation de la lutte face à certains types de criminalité. Nos recommandations concernent la mise en commun de services, la possibilité de faire appel à des intervenants civils et à des agents de sécurité privés qui offrent des services complémentaires aux services policiers professionnels et la santé psychologique des policiers. Je veux revenir plus spécifiquement sur un élément très important de l'Union des municipalités. Certaines municipalités ou régies policières municipales desservant des territoires moins populeux n'ont souvent pas les structures nécessaires pour faire face aux coûts importants que représente la gestion d'un service policier. Certaines de ces municipalités de plus petite taille qui ont des corps policiers municipaux nous ont également indiqué qu'elles souhaiteraient avoir la possibilité d'intégrer la desserte de la Sûreté du Québec. Nous souhaitons que cette option leur soit offerte. Alors, sur ce, je cède à nouveau la parole à notre présidente pour le mot de la fin. Merci, Marc-Alexandre. En résumé, l'Union souhaite particulièrement que le gouvernement du Québec soutienne financièrement les services policiers municipaux afin de les aider dans leurs défis croissants à répondre à leurs réalités propres, comme par exemple les corps de police qui ont eu à mettre en place des services spécifiques pour pallier le manque de services gouvernementaux en matière de santé, de services sociaux, d'habitation. Offrir la possibilité d'intégrer la desserte policière de la SQ aux municipalités ou régies desservant des populations de moins de 100 000 habitants. Encourager et faciliter le regroupement de certaines tâches de services policiers.
encourager et faciliter la mise en commun des ressources provenant de plusieurs services policiers dans la lutte à certains types de criminalité tels les crimes sexuels, la cybercriminalité, permettre à certaines municipalités desservies par la SQ de transférer leur desserte vers un service policier municipal limitrophe et renvoyer les niveaux de services obligatoires pour les municipalités et les régies de police devant offrir un service de niveau 2, tout simplement à cause de leur proximité avec un centre urbain. Je vous remercie de votre attention et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Bien, merci, Madame la Présidente. Alors, la table est mise, je pense, pour une bonne discussion. Alors, d'emblée, je vais céder la parole à M. Louis Côté. Monsieur Côté. D'abord, bonjour. On est en pays de connaissances. On est de plus en plus en pays de connaissances. Écoutez, deux questions pour moi. Vous avez fixé une barre à 100 000 de population. Ma question est pourquoi pas 125, pourquoi pas 150? J'aimerais avoir votre réponse là-dessus. Puis d'autres choses là-dedans, vous nous avez envoyé en même temps. J'ai compris que, à moins que je fasse erreur, que la Sûreté du Québec vous a fait une présentation sur la répartition des effectifs basée sur la charge de travail. C'est ça? Je voudrais avoir votre opinion là-dessus, sur la présentation que vous avez eue. Et ce que vous en pensez de cette nouvelle notion-là, de la charge de travail dans la répartition des effectifs qui touche directement les contrats avec la Sûreté du Québec. Alors, on va peut-être débuter par la fin, M. Anger, concernant la SQ, puis on reviendra sur la notion du 100 000. Oui, bien sûr. Alors, à la demande de la Sûreté du Québec, il y a un comité de travail qui s'est mis en place et on a travaillé avec la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités et la Sûreté du Québec et le ministère à une répartition comme telle des effectifs de la Sûreté du Québec un peu partout à travers le Québec. L'objectif étant que c'était basé strictement sur la population aussi comme telle, mais on s'est aperçu au fil du temps que les villes-centres avaient beaucoup plus d'éléments de criminalité, drogue, criminalité, donc tout ce que vous connaissez déjà, qui est beaucoup plus concentré dans les municipalités, dans les villes-centres, alors que les territoires plus ruraux étaient un peu plus exemptés. Donc, une étude qui a été faite par une université, je ne me rappelle pas laquelle, qui avait évalué la charge de travail, et c'est sur cette base-là que le comité s'est penché. Il y avait des décisions de la Sûreté du Québec où on avait transféré environ 125 postes cadres vers des patrouilleurs. Et à ce moment-là, dans cette étude-là, on a mis ces 125 personnes dans les endroits où il manquait d'effectifs policiers. Avec comme conséquence que pendant les 5 années qui étaient pour suivre, on était pour laisser le nombre de policiers qui étaient là actuellement, même s'ils étaient dans les surplus dans les différentes municipalités, et que 5 ans plus tard, suite à une réévaluation comme telle de cette étude-là, la répartition va se faire. Donc, il y a des MRC qui vont perdre des policiers parce que la charge de travail est moins élevée, alors que ceux qui étaient en déficit vont avoir déjà les effectifs et vont concentrer ces effectifs-là au cours des prochaines années. On a travaillé très fort là-dessus. Malheureusement, plus de son, plus d'images par la suite. Et on est toujours en attente moi, je m'étais engagé auprès du conseil d'administration. J'ai convaincu mes collègues qui étaient possiblement pour perdre des effectifs policiers de la Sûreté du Québec. Je les ai convaincus qu'il fallait le faire de cette façon-là. Et malheureusement, je n'ai pas eu de suite à tout ça. Alors, on me dit, et il y a une rencontre très bientôt avec le directeur général adjoint, et on me dit qu'on va repartir l'ensemble de ces travaux sur les bases actuelles. Et moi, je vais m'engager évidemment en fonction de ce que j'ai fait la dernière fois, à convaincre mes collègues que l'objectif poursuivi, c'est d'avoir des effectifs raisonnables et nécessaires dans chacun des territoires de MRC qui sont couverts par la Sûreté du Québec. Merci, Michel. Et pour le 100 000, en fait, effectivement, ça aurait pu être un autre chiffre. Mais il y a un grand consensus au Québec. Quand on parle des grandes villes, on parle du chiffre de 100 000. Donc, que ce soit au niveau des affaires municipales, au sein de l'Union. Alors, on détermine le thème de grande ville à partir de 100 000 et plus. Donc, on l'a tout simplement appliqué autant au niveau de la police que souvent dans d'autres instances où on intervient en disant les grandes villes, ce sont toutes les municipalités au Québec qui ont plus de 100 000 de population.
OK, ça me va. Une sous-question par rapport au contrat, juste avant de quitter. On entend dire des fois que des contrats signés avec la MRC, avec la Sûreté du Québec, au niveau des MRC, c'est des contrats à peu près modèle unique. Puis certaines MRC aimeraient avoir des spécificités compte tenu de leur situation géographique ou autre. Nommer-les toutes. Est-ce que c'est vrai que c'est difficile d'aller chercher, et c'est pas comme une forme de rigidité par rapport à ça, non pas de la Sûreté, mais du MSP? Est-ce que ça soit difficile de signer des ententes spécifiques par rapport à des besoins spécifiques? Bon, alors, écoutez, évidemment, il y a des besoins spécifiques pour des territoires de façon importante. Il y a une rigidité, je vous dirais, en toute honnêteté, de part et d'autre. Alors, les élus municipaux ne souhaitent pas voir une réduction comme telle de leur effectif. Quand il y a des besoins plus spécifiques, bien, on se bute souvent à une certaine rigidité de la part de la Sûreté du Québec. Et je vous en donne comme exemple Shawinigan. Alors, à la ville de Shawinigan, on a le centre de santé mentale ici en plein centre-ville qui nous amène, je ne vous le cache pas, beaucoup de situations de pauvreté, d'itinérance, parce que les gens viennent se faire soigner et ils, malheureusement, pas malheureusement, mais ils demeurent dans le coin. Bon, le coût des loyers n'est pas très élevé, puis tout ça. Donc, on a une concentration de pauvreté. Et on interpelle évidemment la Sûreté du Québec pour leur dire, bien, si on a ce centre de santé mentale ici, et quand il y a quelqu'un qui s'évade, parce qu'entre guillemets s'évade, bien là, c'est tout le corps policier qui doit retrouver l'homme ou la femme qui s'est défilé du centre de santé mentale. Alors, ça demande un travail supplémentaire. Alors, on a tendance au Québec à faire du mur à mur. Alors, ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Alors, ce n'est pas parce qu'on a une situation particulière à Shawinigan qu'on va nécessairement la traiter de façon distincte. Merci énormément. Ça me fait encore une fois plaisir de vous avoir rencontré. Je m'excuse. Des obligations incontournables. Fait que je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée aussi. Au revoir. Merci, M. Côté. Madame Gibault, la parole est à vous. Oui, bonjour. Écoutez, ça m'intéresse beaucoup, mais je me demande si ce n'est pas trop posé de vous demander ça, M. Auger. Est-ce que votre plan ou votre projet, ce que vous voulez présenter, qui est resté, je vous cherchais. OK. Alors, votre plan que vous proposez pour pilote un peu le 5 ans, qui est resté totalement muet pour toutes sortes de considérations, est-ce que c'est possible de le partager avec nous? Ou c'est trop délicat? Écoutez, oui, c'est pas probablement parce que c'est la Sûreté du Québec aussi qui l'a initié. On appelle ça un comité de liaison. J'étais avec ma collègue Denis Collet. Puis, on a travaillé ensemble avec aussi la Fédération québécoise des municipalités. Nous, on était tout à fait ouverts à ces situations. Bon, en contrepartie, il y avait tout le financement de la Sûreté du Québec. Bon, écoutez, il y avait un échange aussi entre les deux. Mais moi, je m'étais engagé à le faire. Moi, je ne crois pas, je n'ai pas, moi, personnellement, les données, mais je suis assez convaincu que ça pourrait certainement vous aider comme comité qui va nous permettre d'aller à la phase 2 de cette démarche, parce que l'objectif est très simple. On souhaite que pour les villes et les municipalités couvertes par la Sûreté du Québec, c'est qu'on ait une couverture adéquate, équivalente et équitable partout à travers le Québec. Et on le sait que les villes-centres, les villes intermédiaires sont beaucoup plus impactées par la criminalité. Alors, c'est une réflexion qu'il faut faire, alors que des policiers qui n'ont pas beaucoup de choses à faire pendant la nuit dans certains territoires de MRC à travers le Québec, alors que dans des villes comme Shawinigan, Victoriaville, Drummondville et toutes les villes équivalentes, il y a beaucoup d'actions. Alors, je pense qu'il faut faire un certain équilibre. Et moi, je vais vérifier avec ma présidente pour voir si, et avec la Sûreté du Québec, si c'est possible de vous transmettre les données. Et je suis assez convaincu que ça pourrait être très pertinent pour la suite des choses. Ça serait fort apprécié. Merci beaucoup. Merci, Mme Gibault. Monsieur Matt. Oui, ma question, M. le maire de Thetford, vous avez parlé rapidement, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, la mise en commun de services. Est-ce qu'on parle de fusion de services de police ou c'est mise en commun de services spécialisés? Non, c'est effectivement votre deuxième partie de votre question, c'était plus que ce qui était visé. Donc, toujours dans l'optique de garder nos corps de police municipaux, de quelle façon
on peut optimiser l'utilisation de nos ressources. Donc, c'est sûr que dans des très gros corps policiers, il y a peut-être des ressources spécialisées qui sont utilisées de façon plus fréquente. Dans des plus petits, peut-être moins. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de faire en sorte que nos ressources, parce que c'est quand même souvent à grand coût qu'on va former ces ressources-là. Donc, si on est capable de faire en sorte de partager des ressources souvent spécialisées, ou à la limite, ça peut être aussi peut-être des équipements, c'est ce qui pourrait faire en sorte d'avoir peut-être un poids un peu moins lourd pour chacun des corps policiers. Monsieur Matt, là-dessus, si vous me permettez, j'ajouterais qu'effectivement, même ça nous protège en termes de maintien d'expertise. Donc, de pouvoir partager, par exemple, des services qui travailleraient au niveau de la cybercriminalité ou encore des crimes sexuels et partager avec un territoire limitrophe, ça nous permettrait de ne pas dédoubler, mais surtout de s'assurer que dans le territoire où il y a moins de ce type de criminalité, par exemple, on ne perde pas l'expertise en partageant une expertise qui va être utilisée de façon plus régulière et qui va permettre. Ça m'amène à compléter en vous disant que nous ne souhaitons pas du tout de fusion obligatoire des corps de police. Alors là, vous m'avez ouvert un petit peu la porte. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais on pense qu'il y a moyen justement de faire des interventions gagnantes au niveau, bien sûr, de l'expertise, au niveau monétaire et au niveau du partage entre deux corps de police qui vont, à notre avis, être beaucoup plus intéressantes pour les populations que des fusions qui pourraient être forcées entre deux corps policiers où, généralement, malheureusement, on constate souvent une augmentation des coûts sans que ça l'amène nécessairement une augmentation des services offerts à la population. Si je peux me permettre de juste faire du pouce sur un élément apporté par ma présidente qui était très pertinent, c'est sûr que la nature de la criminalité rencontrée maintenant, aujourd'hui, la nature des besoins qu'on a à couvrir avec nos services de police maintenant, fait en sorte qu'il y a des situations qui vont nécessairement, pour avoir un service efficace, nous obliger à entrer en contact les uns avec les autres au niveau des corps de police pour de l'échange d'informations. On parle entre autres au niveau par exemple, des fraudes par Internet, des choses comme ça. C'est pas vrai que le corps de police de Thetford à lui-même tout seul, oui, peut-être le crime est perpétré contre un citoyen de la ville de Thetford, mais si la personne est actuellement au Rwanda ou je ne sais pas où, ça se pourrait que la mise en commun de l'intelligence policière aussi fasse en sorte qu'on ait une meilleure capacité dans la résolution des crimes. OK. J'imagine, Mme la mairesse, dans votre présentation, des niveaux 2 de services dans les communautés métropolitaines, ça allait dans le même sens? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui provoque des augmentations pour certaines municipalités, parce que ce niveau 2-là a été déterminé lors de la dernière réforme simplement par le fait qu'une municipalité soit à proximité ou fasse partie d'une communauté métropolitaine. Et là-dessus, j'aurais des exemples à vous donner de municipalités de 511 ans de Calixa-la-Vallée qui a vu son coût de desserte policière techniquement doublé parce qu'une obligation, étant donné sa situation géographique, et on s'entend, là, c'est pas là qu'on trouve nos plus grands problématiques en termes de criminalité. Même chose au niveau des municipalités comme Verchères et malheureusement, la condition qui était l'élément qui apportait le niveau 2 est celui d'être sur le territoire d'une communauté métropolitaine. Alors, ça ne répond pas véritablement au type de police qui devrait desservir ce type de municipalité et ça fait surtout un trou extrêmement important dans les finances de ces municipalités qui sont plus petites et moins de ressources. Merci. Ça va, M. Matt. Moi, je vais rester sur le même sujet, Mme la Présidente. Les premières journées d'audience publique ont été consacrées au monde municipal. On a beaucoup parlé de la carte et j'aimerais ça, dans la foulée de ce que vous a demandé mon collègue, la barre du 100 000, c'est quand on jumelle cette barre-là avec le niveau 2 dans la CMM. Est-ce qu'il faut comprendre que l'option pourrait être accessible aux municipalités dans la CMM? Alors, comment on se retrouverait, comment vous voyez ça si, par exemple, il y avait la moitié, parce que ça demeure l'autonomie d'un conseil municipal, de changer de desserte, comment on pourrait imaginer
la CMM avec autant, par exemple, desservis par la SQ que des régies, que des corps policiers municipaux. Est-ce qu'il y a là un risque de confusion? Non, pas du tout, et d'autant qu'on doit se le dire, là, souvent les plus petites municipalités se retrouvent plus à la limite des communautés métropolitaines. Je donnais l'exemple de Montréal, mais c'est aussi vrai en Outaouais, là, où j'aurais pu vous donner plein d'autres exemples de petites municipalités qui se retrouvent dans la même situation. Donc, effectivement, la barre du 100 000 pourrait être utilisée, et ce qu'on trouvait surtout, c'est que ce niveau de service supplémentaire répondait aux besoins d'une partie des communautés métropolitaines, mais non pas du tout à l'autre partie. Alors, il y a différentes possibilités. Est-ce qu'il pourrait y avoir pour ces municipalités une compensation financière qui serait encore plus simple à organiser, étant donné que leurs besoins ne sont pas de niveau 2, mais bien et bien de niveau 1. Et on va se dire la vérité, c'est pas là où nos corps policiers passent le plus grand de leur temps. Alors, en plus, en termes de desserte, elles ne sont pas desservies comme d'autres parties des communautés métropolitaines, soit en Outaouais, soit à Québec, soit à Montréal, où la population est plus densément organisée. Je vous emmène sur un autre élément, les civils. Dans votre mémoire, bon, évidemment, une intégration d'expertise de civils, c'est souhaitable. Il y a un bémol, cependant, vous dites que ça ne vient pas remplacer nécessairement des policiers. Et la question est pourquoi? Est-ce que dans les conventions collectives, par exemple, des corps policiers, il y a des contraintes? Bon, il y en a, on le sait, mais est-ce que vous invitez indirectement le gouvernement à intervenir dans les conventions pour dire, oui, il faut faire un ménage, c'est-à-dire identifier des fonctions qui peuvent être occupées par des civils, mais pour les remplacer par des civils et non garder le contingent de policiers et ajouter des ressources civiles? J'aimerais ça vous entendre sur cette nuance-là. D'abord, la nécessité des civils vient aussi, puis Marc-Alexandre y a touché tout à l'heure en parlant de la modification du type de criminalité. Alors, je pense qu'il y a des équipes à penser. Bien sûr, l'expertise policière en est une, juridique, réglementaire, et l'expertise informatique, je vais le dire comme ça pour citer cet exemple-là, l'expertise qui pourrait être d'ordre plus technologique pourrait à ce moment-là travailler de pair avec les corps policiers. Alors, je pense qu'il y a une culture et au-delà des conventions collectives, il y a une culture à changer et on y gagnerait tous. Les policiers gagneraient et aussi on y gagnerait tous. Je parlais des technologies, mais je pourrais vous parler, par exemple, d'intervenants spécialisés au niveau psychosocial. Alors, oui, on va améliorer, bien sûr, la formation. Il faut améliorer la formation des policiers au niveau des interventions psychosociales, mais ce n'est pas vrai qu'on va former avec les policiers des intervenants psychosociaux. Alors, c'est ce genre d'exemple où on pourrait, à notre sens, s'enrichir dans nos interventions en y intégrant des civils. Donc, oui, il y a peut-être certaines modifications d'ordre juridique ou de convention collective, mais fondamentalement, ce qui est à changer, c'est la culture et de ne pas le voir comme c'est un policier de moins qu'on met, mais bien au contraire, c'est une ressource spécialisée qui va nous permettre d'être plus efficaces dans nos interventions, dans nos enquêtes. C'est bien. Monsieur Matt, c'est à vous. Oui, merci. Bon, vous savez, on a entendu beaucoup de groupes et de propositions différentes. On a reçu une proposition qui mentionnait que tout ce qui est criminel devrait être régi que par un seul corps de police. Et l'application de la réglementation municipale ou provinciale pourrait relever seulement des municipalités. Donc, il y aurait, en supposant que ça pourrait être la Sûreté du Québec, répondrait à tous les appels dans les municipalités qui seraient de nature criminelle, alors que le corps de police serait un genre d'agence de sécurité avec un peu plus de pouvoir. Je ne sais pas si vous avez... je vous lance ça à brûle pour point. Peut-être que vous n'avez pas de réponse immédiate, là, mais moi, ça m'a surpris personnellement. Mais bon,
On n'a pas dans nos comités, puis Michel puis Marc-Alexandre pourront bonifier, on n'a pas traité de ça, mais je vous dirais à première vue que je vois un grand danger de déconnexion entre les différents types d'interventions et je pense qu'effectivement, tout le côté plus communautaire, d'intervention plus sociale au niveau de nos corps de police servent définitivement à alimenter aussi de l'information au niveau criminel, par exemple. Alors, je ne suis pas certaine que cette séparation-là nous avantagerait. Ça augmenterait une feuille de plus sur le millefeuille hiérarchique de nos institutions, mais en termes d'efficacité, en tout cas, on n'est pas allé en profondeur. C'est une opinion purement personnelle parce qu'on n'en a pas fait l'analyse détaillée à ce moment-ci, mais ça me questionnerait. Peut-être, si vous me permettez, M. le Président, je verrais difficilement comment ça pourrait être applicable dans les régions comme telles du Québec, parce que vous savez que si le corps policier Sûreté du Québec fait maintenant autant de contrôles de vitesse vers les itinérants de nuit, il peut arriver également qu'il a à intervenir dans le même moment ou de façon presque simultanée pour des cas justement beaucoup plus criminels. Alors là, on ne parle pas de grandes enquêtes, ni quoi que ce soit, mais des interventions sur la drogue ou des éléments qui se passent comme tels, ce serait probablement très difficile de distinguer qu'est-ce qui va être la police communautaire un peu plus en train de mettre les contraventions ou autres là, pour le respect de la paix publique et les interventions criminelles. Moi, je pense qu'un corps de police, autant municipal que de la Sûreté du Québec, doit être en mesure de pouvoir intervenir sur les deux paliers. Et encore une fois, comme Mme la Présidente, c'est aussi une opinion très personnelle que je n'ai pas discutée avec ma commission. Merci. Ça va, M. Matt, merci. Écoutez, moi, le temps file, j'aimerais ça entendre M. le maire de Shawinigan, parce qu'un peu plus tôt cette semaine, avec M. le maire de Thetford, on a tenté de définir la proximité et j'aimerais savoir, M. Anger, est-ce que pour la desserte de la Sûreté du Québec, que ce soit Shawinigan ou partout en région, est-ce que la notion de police de proximité, de concertation, de communautaire, appelons-le, parce qu'il y a plusieurs définitions, est-ce que c'est possible avec la Sûreté du Québec? Et le cas échéant, est-ce que le cadre légal devrait forcer la Sûreté du Québec à déployer des pratiques qui relèvent davantage, beaucoup plus proches des corps municipaux de proximité que des pratiques d'intervention purement et simplement de la part de la SQ? Merci de la question, M. Sévigny. Évidemment, je ne vous cache pas que je prône énormément la police de proximité, de faire en sorte que les gens ne voient pas les gens de la Sûreté du Québec comme des éléments coercitifs, toujours en train d'intervenir de façon violente. Bien au contraire, j'incite beaucoup mon comité de sécurité publique, l'ensemble de nos corps policiers ici et à travers le Québec, d'intervenir directement et d'aller à la rencontre des citoyens. Il y a toutefois une problématique. Et cette problématique, c'est évidemment le taux de roulement très important des jeunes policiers et policières de la Sûreté du Québec qui, de par leur convention collective, peuvent bouger passablement. Donc, moi, je pense qu'au niveau de la formation des policiers, il faudra insister de façon très importante, même si on le fait. Parce que j'ai vérifié à l'École nationale de police de Nicolet, on le fait. Mais je pense qu'il va falloir faire un pas de plus. Et comparativement à la police municipale, qui a ces mêmes policiers, policières patrouilleurs depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans et qui connaissent le milieu les ans. Alors, c'est beaucoup plus facile d'intervenir quand on connaît le milieu que quand on arrive avec un jeune policier, policière dans un milieu qu'ils ne connaissent pas ou peu et qui ont à intervenir, à aller rencontrer les gens dans les parcs, dans les activités, etc. Moi, je pense que, est-ce qu'on doit les forcer? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce qu'on doit mieux les former et inciter fortement à faire ce genre d'intervention? Je suis assez convaincu que comme population, comme communauté, on va être gagnant parce que la criminalité au Québec baisse, ça se diminue, ça se transfère du côté des problèmes un peu plus sociaux, itinérance, problèmes de santé mentale ou autres. Et je pense que les policiers doivent être formés pas comme intervenants, mais comme quelqu'un qui sont en mesure de pouvoir savoir quoi faire dans ces cas-là de façon spécifique et particulière, mais surtout d'être capable d'aller à la rencontre des citoyens et citoyennes pour éviter que les gens considèrent la police comme seulement une police d'intervention quand il y a des problèmes
et non pas comme un partenaire de la paix publique dans les communautés. Très clair. Merci beaucoup, M. Angers. Madame Jennings. Merci beaucoup. En enchaînant sur tout cet aspect, parce que, comme vous avez dit, la Convention collective pour la Sûreté du Québec permettent le transfert, le roulement, etc. Croyez-vous qu'une façon, peut-être pas de contrer, mais de diminuer sera dans les critères de promotion, par exemple? Si on mettait à l'intérieur des critères de sélection l'expérience communautaire, l'attachement avec la communauté, etc., une certaine période de temps acquis. Et ça pourrait encourager des gens de peut-être pas faire une demande de transfert aussi régulièrement et rapidement que leur convention collective le permette. Madame Jennings, c'est une excellente suggestion, je ne vous le cache pas. Évidemment, il y a toujours les contraintes de convention collective. On connaît ça aussi. Étant un ancien dirigeant syndical, je sais aussi ce que ça représente d'aller faire ces petites brèches dans ces endroits-là. Mais chose certaine, il faut absolument trouver le moyen d'intéresser les jeunes policiers et policières à persévérer dans leur approche communautaire. C'est comme société qu'on va être gagnant aussi de cette façon-là. Et si un des critères importants pour les éventuelles promotions fait en sorte que tu dois passer un certain nombre d'années au même endroit avec expérience, si vous réussissez à faire passer un projet comme celui-là, écoutez, on va tous être gagnants. Bon, évidemment, le syndicat va peut-être être moins en accord avec ça, mais votre suggestion va tout à fait dans la ligne de ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est de faire en sorte que nos policiers et policières puissent être en mesure d'entrer en contact avec nos communautés. Et je le dis et le répète encore une fois parce que j'y crois profondément, c'est comme société qu'on va être gagnant. Merci beaucoup. Merci. Et on va terminer avec Mme Gibault. Oui, toujours dans le même, parce que nous aussi, ça nous interpelle énormément. Je pense que la vision du futur, quand on parle de changement fondamental sur la proximité, peu importe qu'on veut la définir de quelque façon, la proximité, à mon avis, c'est d'être proche. Moi, il n'y a pas de plus simple définition que d'être proche. Je ne m'en fâche pas dans les fleurs du tapis, là. Alors, tout ça pour dire que comment vous voyez, parce que la culture comme telle de la Sûreté du Québec, puis ils ne sont pas mal intentionnés, j'en suis convaincue. Je ne pense pas qu'il y a une allergie aiguë. Là, ils ne font pas une allergie cutanée. Là, mais c'est moins dans la culture que la police municipale. On le sent, on le voit, on l'entend. Comment on voit une transition? Ça ne se fera pas demain matin. Là. Et je ne sais pas si on a des pistes de solutions pour une transition, parce que du jour au lendemain, je me demande si c'est faisable. Je ne sais pas si vous avez des pistes de solutions là-dessus. Bien, écoutez, on en a discuté passablement ici à mon comité de sécurité publique. J'en ai discuté avec aussi des gens, pas d'état-major de la Sûreté du Québec, mais assez haut placés parce que j'ai toujours fait la promotion de ces éléments-là. Vous savez, quand on commence dans un métier, quand on est jeune, on peut être impétueux, mais il y a toujours une notion de crainte également. Okay? De sortir, le véhicule de police est une certaine sûreté pour les différents policiers et policières. Et ça prend de l'expérience et de l'expertise pour être en mesure de faire une bonne évaluation du danger de sortir de la voiture. Alors, comprenez qu'il faut qu'on franchisse ce fameux pas de sortir. Et ça commence par des activités faciles comme des fêtes, des rassemblements, des activités, où de cette façon-là, il n'y a pas de risque entre guillemets. On ne parle pas de sortir la nuit à 2h, 3h du matin pour aller rencontrer un groupe de jeunes qui... Ça, c'est une autre chose. Mais je pense que si on met dans la culture et dans la pratique une partie de temps de travail qui fait en sorte qu'on va aller obligatoirement vers les rassemblements publics et que les policiers vont sortir de l'endroit, on le fait avec des cadets. Imaginez, on embauche des cadets pour faire ce travail-là et on les forme bien pour faire ce travail-là. Mais moi, je pense que c'est dans la culture, vous avez raison, et il faut que la direction de la Sûreté du Québec
oblige, entre guillemets, ce contact avec la population. Et plus on va se familiariser avec le contact avec la population, plus la crainte va s'estomper et plus il sera facile à ce moment-là pour les policiers et policières d'aller au-devant de la population et simplement leur demander comment ça va, est-ce que vous passez un bel après-midi, est-ce que vous trouvez ça agréable, etc., etc. Donc, d'établir un lien de proximité. Et j'adore quand vous dites la seule façon de définir la proximité, c'est d'être proche. Madame la Présidente, je vous donne le mot de la fin. Bien, merci beaucoup. Alors, je pense que plusieurs éléments ont été apportés. D'abord, tout ne va pas mal dans le service policier au Québec. Je veux le dire, hein, parce que souvent, on arrive avec « voici, on veut changer de ça, voici ». Alors, tout ne va pas mal. Je pense qu'il y a place à amélioration. Il y a place au rapprochement. On a beaucoup insisté là, sur tout ce volet communautaire et ce rapprochement avec les services policiers, la valorisation même du métier de policier est extrêmement important et c'est par là aussi qu'on va faire les changements de culture. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Bons travaux. Je sais que vous n'avez pas terminé. Il vous reste encore beaucoup de boulot. Mais je peux vous dire que du côté de l'Union des municipalités du Québec, il est important pour nous de vous partager nos préoccupations, tant au niveau de la police municipale que de la desserte avec la SQ, pour que cette relation-là entre nos citoyens et nos policiers soit la plus harmonieuse et la plus structurante possible. Bien, écoutez, ça a été très structurant comme rencontre. On aurait pu ajouter 1 heure ou 2. On a profité de la variété de la représentation au temps changé, desservie par la Sûreté du Québec, M. Brousseau et dans la CMM. Alors, c'est très apprécié, un mémoire qui va nous faire très certainement cheminer dans le cadre de nos travaux. Alors, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour l'échange, la qualité de l'échange également. C'est très apprécié. Alors, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne Merci continuité. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.